Si vous voulez, le rapport à la pauvreté, ce n'est pas un rapport qui est aussi simple que ça, parce que la pauvreté, elle a à voir avec le besoin d'abord, et le besoin, il a à voir avec le désir. À partir de quand on a la prétention de faire un distinguo entre besoin et désir, sachant que là où il y a homme, il n'y a plus le rapport au besoin, parce que là, il y a homme, il n'y a rien d'autre que du désir, parce qu'on s'est arraché de l'animalité, on s'est arraché de la nature, on s'est arraché du besoin. Donc on est toujours, nous, dans le désir. Et par conséquent, ça va beaucoup compliquer la situation quand on prétend parler de la pauvreté en la circonscrivant comme ça et en disant, bon, ce qui se joue, c'est simplement ceux pour qui les besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits. Sauf que manque de peau, si tu veux, là où il y a homme, il n'y a pas du besoin, il y a du désir. Et ce qui caractérise peut-être l'homme en vérité, c'est qu'il est toujours dans des désirs qui ne sont jamais satisfaits. Vous voyez ça ? C'est pas grave si vous ne le voyez pas. Parce que comme je vous l'avais dit, cette introduction, c'est d'abord pour que les retardataires arrivent. Il y a un deuxième élément qui est intéressant par rapport à cette question. Donc vous voyez, le rapport à la pauvreté, je pense que c'est quelque chose que nous avons interrogé par rapport au désir. Et pour le dire autrement, au nom de quoi, au nom de quelle expertise, au nom de quel regard surplombant, nous octroyons-nous le droit de dire celui-là a ces besoins-là et il suffit de satisfaire ces besoins pour qu'il soit hors de la pauvreté. Au nom de quoi sommes-nous, nous, qualifiés pour opérer cette discrimination entre des besoins qui seraient de l'ordre du nécessaire, donc du louable, et des désirs qu'il faudrait bannir. Donc voyez-vous, je crois que c'est aussi ça qu'il faut interroger dans ce vocabulaire de pauvreté qui renverrait nécessairement à un concept clair qui serait le concept de besoin. L'autre élément que je voudrais un petit peu interroger, le temps qu'arrivent encore nos retardataires, bonsoir, installez-vous, c'est la notion de contrôle. Alors effectivement, ça peut être une donnée sociologique, mais ce qui est assez intéressant quand on réfléchit à la notion de contrôle, c'est que étymologiquement, le contrôle, c'est le contrarotulus, en latin. C'est d'abord une procédure qu'on pourrait presque dire judiciaire ou juridique, où on s'oppose avec un rouleau qu'on déroule, où il y a des actes de loi, où il y a des tableaux chiffrés et on peut vérifier. Il y a une procédure qui est une procédure de vérification objective. Donc la première imaginaire, si vous voulez, première imaginaire qu'on a autour du contrôle, c'est de dire au fond, là où il y a du contrôle, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'objectif et de la surveillance. Sauf que quand on continue à gratter un petit peu, le contrôle, c'est le contre-rôle. Parce que le rôle du comédien, c'est d'abord un rôle qu'il a appris par cœur, en déroulant le texte. Et une fois qu'il a parfaitement déroulé son rotulus, il n'a plus besoin du rotulus, et il peut vraiment jouer son rôle. Le rôle, c'est ce que je joue quand j'ai intégré le rouleau. Et je trouve l'image assez jolie, si vous voulez. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là où il y a du contrôle, en définitive, il y a certainement peut-être quelque chose qui pourrait être de l'ordre du juridique, du légal, du décrété, du droit positif. Ok, d'accord, c'est bon, tartine. Mais il y a peut-être aussi autre chose qui est très intéressant, il y a quelque chose qui est de l'ordre du rôle, de la simulation, de la comédie sociale, du jeu qu'on joue, parce qu'on a suffisamment intégré sa fonction pour qu'on puisse en être le parfait comédien. Et si je mets côte à côte ces deux réflexions que je porte sur le contrôle des pauvres, ça laisse entendre qu'il ne faut jamais oublier que dans la question de la pauvreté, il y a un rapport au désir. Il ne faut jamais oublier que dans la question du contrôle, il y a un rapport à la comédie. Il y a un rapport à la simulation. Il y a un rapport au jeu. Voilà. Je vous ai bien embrouillé. Mais ils sont quasiment tous assis. C'était le but. Merci. Alors, je voulais, pour réfléchir à ça avec vous, je voulais peut-être me servir de deux auteurs qui sont vraiment intéressants pour brasser un peu ça et pour essayer de penser un petit peu ce qu'il en est du contrôle de la pauvreté. Et les deux auteurs que je vais convoquer, ça va être Michel Foucault. Tu connais Michel Foucault ? À Narbonne, on connaît Michel Foucault. Et puis je vais convoquer aussi Deleuze, Gilles. Les gens disent « Ah, Gilles Deleuze. » Donc je vais les convoquer tous les deux. Pourquoi je vais les convoquer ? Parce que
Deleuze, il va bricoler le concept de société de contrôle. C'est par exemple un mot qu'il emploie, société de contrôle, donc c'est vachement important pour nous ce soir. Dans ce moment d'hypothermie, comment on appelle ça, comment on dit aussi ? Glycémie. D'hypoglycémie, hein, voilà. Donc c'est pas ce soir, hein, c'est ce midi. Hein. Deleuze, il parle de société de contrôle dans ce texte qui s'appelle Pourparler, hein, qui date de 2 ans avant sa mort. Hein. Vous savez que, comme il est philosophe, il est mort. Hein. Ça, faut le préciser. Hein. C'est pour ça que les choses doivent être bien claires. Hein. Ça, c'est la sanction ultime. Hein. C'est un philosophe. Ah bon ? Ah, non, mais s'il est vivant, c'est pas possible, tu vois. BHL, c'est clair. Hein. Bon. Il est mort aussi. Ah, mais il faut des critères. Hein. Il est mort, BHL. Mais non, donc il n'est pas philosophe. Deleuze, il est mort. Donc Deleuze, il est philosophe, tu comprends. Foucault, il est mort. Il est mort en 84, l'année où Madonna chante Like a Virgin. J'ai pas dit qu'il y avait un rapport de causalité. Hein. Moi, je constate les occurrences. Hein. Après, vous faites les liens si vous voulez. Hein. Moi, ça ne me concerne pas, ça. Hein. Bon, et si vous voulez, ce qui est assez intéressant quand il parle des sociétés de contrôle, l'ami Deleuze, en même temps, il fait référence à son ami défunt, Foucault. Et il essaie de prolonger, dit-il, un peu la pensée de Foucault. La prolonger, pourquoi ? Parce que la pensée de Foucault, c'est la pensée d'un auteur, d'un intellectuel, d'un philosophe. Et ce faisant, on ne peut même pas dire que c'est de la pensée, au sens où elle serait donnée une bonne fois pour toutes, figée, définitive et déterminée. Une pensée, c'est nécessairement une pensée en mouvement, c'est donc une pensée qui est travaillée par la contradiction, qui s'interroge elle-même et qui connaît, hélas, la sanction de son auteur. Et la sanction ultime, c'est quoi ? C'est la mort de l'auteur. Et là, on va dire, la pensée est achevée. Non, ce n'est pas la pensée qui est achevée, c'est la pensée qui a été interrompue, si vous voulez. Et donc, c'est assez touchant dans ce texte, parce que Deleuze va reprendre les concepts de son ami, il va les prendre, il va endosser l'héritage, et il va essayer de les perpétuer. Et c'est là où il essaie de tricoter ce concept de société de contrôle. Et quand il tricote le concept de société de contrôle, il fait en fait référence à Foucault, qui lui, dans ses premières œuvres, avait bidouillé le concept de société disciplinaire, ou de technique disciplinaire. Alors je vais vous expliquer un petit peu ça, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est des sociétés disciplinaires avec Foucault. Après, je vais vous expliquer un petit peu ce que Foucault a pressenti jusqu'en 84 avec ses cours au Collège de France dans la période 80-84, qui va ensuite être repris par Deleuze sous l'appellation de société de contrôle. Et je pense que ça peut beaucoup nous éclairer pour quelques éléments, notamment pour la loi de 2007, qui est très intéressante quand elle interroge le fameux consentement éclairé des familles qu'il faut aller rechercher. Et puis c'est très intéressant aussi parce que je pense que ça va rénover le rapport qu'on peut établir entre éthique et politique dans le cadre de vos métiers. Hein, parce qu'il me semble que quand vous n'êtes pas là à attendre les apéros, vous bossez. Et je vais essayer de voir comment on peut l'articuler par rapport aux problématiques qui sont celles de votre travail. Alors, voilà. Des questions ? Non. Je vais revenir sur cette première analyse, qui est celle des sociétés disciplinaires chez Foucault. Foucault, il dit la chose suivante, si vous voulez. Hein. Foucault, c'est un gars qui ne se cache pas, au fond, d'être un historien, en quelque sorte. Hein. Il va faire une histoire du rapport à la médecine, il va faire une histoire du rapport aux structures d'enfermement comme les hôpitaux, comme la psychiatrie, naissance de la clinique. Hein. Il n'a pas honte de se penser comme historien. Il préfère d'ailleurs se penser comme historien, comme philosophe. Hein. Le terme est un peu pompeux. Hein. Et Foucault, il dit la chose suivante. Hein. Je vais vite, hein, bien sûr, hein, parce que là, j'ai tout grillé mon temps. Mais en gros, ce qu'explique Foucault, c'est la chose suivante. Il nous dit, fut un temps où il y avait des sociétés qui étaient des sociétés à caractère absolutiste, des sociétés qui étaient des sociétés où on peut dire l'exercice du pouvoir était finalement assez simple. Il était assez simple. Je pourrais vous prendre un exemple. Hein. Voyez par exemple les sociétés antiques. Lorsque Néron gouverne l'empire immense qu'est l'empire romain, hein, qui s'étend sur une carte qui s'étend très loin. Hein. En fait, en tant que tel,
on ne peut pas vraiment dire qu'il est confronté à un questionnement dans ce que ce serait que la gestion, je ne sais pas, d'un territoire, hein, ou de ce que ce serait que, je ne sais pas, une pratique de la négociation acharnée. Au fond, qu'est-ce que fait Néron? Ben, il a d'abord des pratiques qui sont des pratiques de civilité avec ses pairs, hein, avec quelques centaines de personnes qui sont là avec lui au Sénat. Et puis aussi, qu'est-ce qu'il a? Ben, il a affaire avec sa cyclothymie. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que son maître, son conseiller privé, ça va être le philosophe Sénèque, qui lui donne des conseils de politique. Mais les conseils de politique, c'est quoi? C'est essaie de ne pas te laisser emporter par la colère lorsque tu discutes avec tes pairs à l'Assemblée. Donc, si vous voulez, je crois qu'il faut commencer par ça, hein. J'ai presque envie de dire que la politique est une affaire neuve, au fond, hein. Elle va se mettre progressivement en place, la politique. Elle va se mettre en place et il va y avoir peu à peu une élaboration comme ça de ces sociétés qui sont auparavant des sociétés absolutistes, c'est-à-dire le pouvoir est un pouvoir absolu au premier sens du terme, c'est-à-dire comme Dieu, il peut absoudre vos péchés. C'est-à-dire, fait du prince, quelqu'un qui est descendu très bas, il peut être élevé à la dignité par le fait du roi. Et de la même manière, le crime de lèse-majesté peut faire que celui qui est au sommet, du jour au lendemain, il peut sombrer. Donc on pourrait presque dire ici que c'est une politique, on va dire, encore assez peu élaborée en des termes de technicité. Or, il y a un truc qui va commencer un petit peu à compliquer. Il y a quelque chose qui advient dans l'histoire du politique. Et ce qui advient, c'est quoi, nous dit Foucault, c'est la chose suivante, c'est à la charnière, on va dire, disons, des États modernes au XVIIe siècle, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une complication du processus politique. Pourquoi il va y avoir une complication du processus politique? On pourrait dire qu'il y a trois éléments. Premier élément, qu'est-ce qui va commencer à apparaître? Une nouvelle classe sociale. Et cette nouvelle classe sociale, c'est quoi? C'est la bourgeoisie. Et c'est compliqué, la bourgeoisie. Compliqué. Parce qu'avant, quand vous êtes au sommet de l'étape et que vous avez simplement quand vous êtes entre vous, aristocrates, et que vous avez à lever des impôts sur un peuple qui est corvéable à merci, la situation est assez simple, c'est un rapport de dualité. Lorsqu'émerge ce tiers qu'est la bourgeoisie, c'est d'autant plus compliqué que ce tiers, il vous faut l'épargner, il ne faut pas être absolument celui qui va le pressurer et considérer que ça va être une classe corvéable à merci, parce que, au contraire, cette classe-là, si vous l'épargnez, elle va produire une richesse de laquelle vous, pouvoir politique, vous allez pouvoir bénéficier. Donc c'est vachement compliqué, ça. Si vous voulez, un prolétaire ou un paysan, c'est facile, hein, tu le pressures, et quand il n'est pas content, tu envoies les CRS, c'est facile, quoi. Bourgeois, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, il y a cet élément qui va compliquer le rapport aux politiques. Deuxième élément qui est... Je vais vite, hein. Deuxième élément qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'il y a un développement des sciences et des techniques. Les premières fabriques apparaissent, qui seront bientôt les futures usines. Et quand ils se développent ces fabriques, il va émerger peu à peu aussi un monde, on va dire, pré-ouvrier, un monde de manufacturiers. Et ces manufacturiers, au fond, il va s'agir d'en prendre soin. Parce que là, il y a des gestes précis, il y a un savoir-faire complexe qui va être démultiplié par la productivité des machines-outils qui apparaissent. Donc là encore, ça commence à être de plus en plus compliqué, la gestion des populations. Et c'est à cette époque que le mot même d'État va commencer à apparaître sous la plume des penseurs. C'est à ce moment-là que les penseurs vont prendre conscience aussi de ce qu'existe une société. Parce qu'il y a des classes nouvelles, parce qu'il y a des qualifications qui sont requises auprès d'une classe, on va dire, laborieuse, qui commence à avoir une dimension précieuse, comme ça. Et puis il y a encore un troisième paramètre qu'il faut intégrer, si vous voulez, c'est que maintenant, il y a la guerre entre les États, et il y a la poudre à canon. La guerre, c'est une affaire qui est quand même assez sérieuse. Peut-être on va mettre en place des corps d'armée plus compliqués, avec des recrutements, des régiments. Si vous avez la poudre à canon, il va falloir avoir des munitions, des réserves. Il va falloir administrer le pays de manière beaucoup plus rigoureuse. Et à partir de là, nous dit Foucault, qu'est-ce qui se met en place? Il se met en place les sociétés disciplinaires. Et qu'est-ce que c'est que les sociétés disciplinaires? Si vous voulez, l'acmé des sociétés disciplinaires, c'est le 19e.
ben, c'est les sociétés où nous autres, on dirait, et on emploie les mauvais mots, nous autres, on dirait il faut contrôler absolument le corps social. C'est-à-dire, il faut absolument l'encadrer. Et le premier Foucault, si vous voulez, eh ben, il va réfléchir là-dessus et il va dire les sociétés qui sont les sociétés disciplinaires sont les sociétés qui vont mettre en place des procédures d'encadrement, d'enfermement, j'ai presque envie de dire de traçabilité du cheptel humain. Vous voyez ? Et c'est à cette époque où il va apparaître effectivement les premiers hôpitaux. C'est l'époque où vont apparaître les premiers asiles. C'est l'époque où vont apparaître les premières prisons. C'est l'époque où vont apparaître les premiers internats et les premiers lycées où les enfants vont être notamment pour lutter contre le protestantisme. On va les mettre, on va les isoler dans les lycées où là on a toujours la mainmise sur eux et on peut absolument les surveiller jour et nuit. C'est aussi l'apparition et l'intensification des lieux de travail que sont les usines. Et si vous voulez, ce qui est assez marrant, c'est que l'ami Foucault, il a dit la chose suivante. Il nous dit au fond, ce qui se met en place dans les sociétés qui sont les sociétés disciplinaires, c'est quoi ? C'est un traitement beaucoup plus fin de la population. Un traitement beaucoup plus fin de la population. On peut se débarrasser de la politique. Et là ça devient très intéressant pour nous, c'est des techniques de gouvernementalité. Des techniques de gouvernementalité. Techniques de gouvernementalité qui sont centralisées par un État qui est toujours plus rationnel, administratif, pointilleux, rigoureux, qui va établir un rapport toujours plus précis, plus serré comme ça avec ces populations. Et c'est le même moment, si vous voulez, 19e, où il va y avoir des préoccupations hygiénistes à l'égard du corps social. Alors bien sûr, il va y avoir tout un vernis qui va être un vernis humaniste, moralisateur et ainsi de suite. Mais enfin, derrière, on peut aussi se poser la question de savoir s'il n'y a pas, chez certains auteurs, il y a ça, une espèce de réflexion presque objective ou murmurée, qui vise à se poser la question de savoir comment on peut rentabiliser presque biologiquement ce cheptel humain en rationalisant parfaitement et au mieux les cadres qui sont les cadres de l'enfermement, de la naissance jusqu'à la mort. Donc ça, si vous voulez, c'est le premier élément que ce sur quoi insiste Foucault. Si avec ça, ce serait facile. Pourquoi ce serait facile ? Parce que nous serions au fond, face à une très grande lisibilité de ces procédures disciplinaires. J'insiste sur le mot disciplinaire, parce que nous autres, qui ne sommes pas philosophes, on serait tenté de dire que c'est des procédures de contrôle. Ce n'est pas des procédures de contrôle, c'est des procédures disciplinaires. Et ces procédures disciplinaires, elles sont très lisibles. Elles sont très procédurières, protocolaires, réglementarisées. Et elles visent à faire un encadrement des populations et des sociétés à travers des grilles qui sont très simples, qui sont des grilles, on pourrait presque dire, balistiques. Donc on est de moins en moins dans du politique, au sens où il s'agirait de se poser la question du vivre en commun à travers un horizon qui sera un horizon de la justice ou de la morale, mais dans les sociétés disciplinaires, on est d'abord habité par cette obsession, qui est l'obsession de la canalisation, de l'encadrement, de la fixation, de la mise à demeure des populations, afin qu'au fond, il y ait un rapport de très grande transparence à leur égard. Et réciproquement, dans une société telle, pour nous autres, très facile d'identifier la source du pouvoir, très facile de l'identifier et éventuellement, s'il le faut, de partir en guerre contre elle. Parce que justement, les cadres sont des cadres coercitifs, objectivés, matérialisés. Quand vous allez dans un lycée, vous avez des classes, des minutages d'heures de cours, et lorsqu'un élève va se déplacer pour aller à l'infirmerie, il va être accompagné par un autre élève, procédure au fond qui est une procédure de surveillance, avec le petit mot qui précise à quelle heure il sort, à quelle heure il rentre. Effectivement, comme en prison. Bon. Et on pourrait dire qu'il y a quelque chose aussi de cet ordre-là qui va jouer lorsqu'il va y avoir les premières mesures d'accompagnement social, où effectivement on va faire en sorte que la personne va se déplacer de son lieu à un bureau, avec un lieu de rendez-vous précis, avec une heure précise, et ainsi de suite, avec des procédures qui sont des procédures de vérification, d'évaluation, et ainsi de suite. Ça va ? Bon. Sauf que Foucault, comme je vous le disais tout à l'heure, il évolue. Oh putain, le temps passe vite. Foucault, il évolue.
Et Foucault, il évolue, et au soir de sa vie, il se rend compte qu'il faut qu'il repense un petit peu autrement les choses. Et il se rend compte de la chose suivante, c'est qu'il y a une mutation, une accélération de ces techniques de gouvernementalité, on va dire en gros depuis les années 50. Et qu'est-ce que c'est que le processus qui est en train d'émerger à partir des années 50 ? C'est vachement intéressant parce que c'est le moment où apparaissent ces métiers qui sont les métiers de l'assistanat social, on va dire ça comme ça, pour le dire rapidement, hein ? Travail social. Et bien, qu'est-ce qui se met en place, dit Foucault ? On va progressivement rajouter aux sociétés qui sont des sociétés de discipline, des sociétés que son ami Deleuze qualifiera de sociétés de contrôle. Qu'est-ce que c'est des sociétés de contrôle ? Foucault, il dit, le pouvoir est maintenant tellement performant qu'il n'est plus centralisé, coercitif et disciplinaire, mais maintenant il peut se diluer partout. Il se dilue partout de telle sorte qu'on est infoutu de savoir quel est l'interlocuteur auquel il faut s'adresser lorsqu'on a le sentiment, nous, de subir un rapport de domination. On subit la domination, mais au fond, on n'arrive pas à nommer l'endroit d'où on suppose qu'elle viendrait. Pourquoi ? Parce que la domination, elle ne vient plus d'un lieu précis, parce que maintenant, nous sommes pris dans un maillage, dans un réseau de domination incessant et pluripolaire. Alors, d'où ça vient, ça ? Ça vient, alors je vais engager des petits concepts comme ça chez Foucault. Ça vient de cela, c'est qu'au fond, il dit maintenant, il y a des procédures il dit, le mot est assez joli, des procédures de microphysique du pouvoir. Les techniques de gouvernementalité sont tellement fines que maintenant, le pouvoir n'a pas à être localisé dans un endroit pour envoyer du décret, et maintenant, il est partout, à petite dose, il instille, il infuse, physique, c'est-à-dire il détermine physiquement l'ordre des corps, l'ordre du discours, les rapports sociaux, les rapports de genre, les rapports de classe, et tout ça est travaillé par une infinité de rapports de domination. Ça va ? Vous me suivez ? Et la chose qui est très importante et que découvre Foucault, c'est la chose suivante. Et il dit, maintenant, et il a une très belle expression, je vais vous la donner, puis après je vais vous l'expliquer. Foucault, il dit, oh, moi je crois en l'existence de l'âme. Il dit, c'est bizarre, quoi. Peut-être il sait qu'il va mourir et devenir philosophe, et donc peut-être il suscite son âme. Il dit non, je crois en l'existence de l'âme. Et il rajoute un élément qui est vachement intéressant. Il dit l'âme, elle n'est pas dans le corps, elle n'est pas logée dans le corps, comme le faisait croire l'ancienne théologie. L'âme, elle est autour du corps. Vachement intéressant. Ça veut dire quoi ? L'âme, elle est autour du corps. Ça veut dire que mon corps, mon rapport au monde, ma position géographique, mais aussi ma posture professionnelle. Parce que ma posture professionnelle, c'est habiter un espace face à d'autres qui habitent aussi un espace. Ma posture professionnelle qui va me faire descendre dans une famille pour faire l'entretien, ou la posture professionnelle qui fait que je convoque la famille dans le bureau du juge, c'est bien des corps qui sont mis en mouvement. Mais ces corps qui sont mis en mouvement, ils sont, nous dit Foucault, enveloppés de toutes parts, surdéterminés, travaillés par une âme qui les enveloppe, qui les modèle et qui les transforme sans cesse. Et c'est quoi cette âme ? C'est au fond cela que ma sensibilité, elle n'est pas intérieure, personnelle, autonome, intime. La sensibilité, elle est tout sauf intime. La sensibilité, elle est fabriquée par ces dispositifs politiques qui ne cessent de m'envelopper. De telle sorte que ma subjectivité, ce que, ouvrez les guillemets, je suis, mon goût, mes tendances, mes habitudes, mes appétences, mon désir, et je commençais mon introduction en parlant des pauvres et de leurs désirs, mon désir à moi professionnel, et le désir à lui l'usager. Nos désirs ne sont pas de l'ordre de l'intime, mais ils sont maintenant les enjeux majeurs de ces techniques très fines de gouvernementalité. Ouais ? Pourquoi ? Parce que putain, si un pouvoir met la main sur vos désirs, il est assuré d'avoir la vie tranquille. Dans une société disciplinaire, quand vous avez un désir qui diverge de celui du gouvernement, on va vous briser. Dans une société de contrôle, pour éviter de vous briser, pour vous faire croire à la liberté, pour faire tomber les murs,
pour faire disparaître la présence policière, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que vous ne soyez pas l'auteur de votre désir, mais il faut que votre désir soit fabriqué de l'extérieur par celui qui vous gouverne, par ceux qui vous gouvernent, par ceux-là qui vous gouvernent. Ça va, ça? C'est vachement important, hein? Je ne sais pas si les gens ils se rendent compte de ça, mais c'est vachement important. Et Deleuze, il se rend compte que c'est drôlement important, d'autant plus qu'il reste 3 minutes. Et Deleuze, il dit, mais il faut vraiment revenir absolument sur ce concept de société de contrôle. Parce que ça veut dire maintenant quoi? Ça veut dire maintenant que la grande bataille, la grande bagarre, la bagarre par rapport à la question toute simple, qui est la question de l'émancipation. Je vais parler avec les mots de Deleuze. Elle n'arrivait pas à dire émancipation, Deleuze. Mais Deleuze, grand lecteur de Spinoza, il dit, au fond, la grande affaire, c'est le déploiement de ma puissance, l'épanouissement, on va dire. Hein. Bon, ben, cette espèce de maximisation de ma puissance propre, qui ne peut se faire que dans le rapport à autrui, hein, ben, cette affaire-là, qui est une affaire politique et personnelle, ben, il faut vraiment la repenser maintenant par rapport aux sociétés de contrôle. Et quand tu la penses par rapport aux sociétés de contrôle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, la grande bataille, c'est prendre conscience qu'en définitive, qu'il y ait des lois ou qu'il n'y ait pas des lois, qu'il y ait des normes ou il n'y ait pas des normes, nous sommes, nous dit Deleuze, alors attention, c'est le missile Scud, nous sommes, dit-il, des moules autoformants. Tout à l'heure, là, avant d'arriver, tu sais, je passe devant le bâtiment et je vois un camion de traiteur, mais qui fait paella. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'on mange à midi. Quelqu'un sait, non? Et je me suis dit, qui dit paella? Dit moule. Je me suis dit, mais arrête tout. Change ton texte et tout, hein. Moi, j'avais mon texte et tout, là, tu vois, machin, tapé à la machine, présenté à l'envers, d'ailleurs, et tout. Et là, quand j'ai vu les moules et tout, j'ai eu vraiment une espèce de saisissement, j'ai compris que Deleuze me parlait, il est mort. Et donc, j'ai tout réécrit, tu comprends? Ouais, t'as raison. Et le moule autoformant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une société disciplinaire, nous avons des moules. Et notre pâte, hein, nous sommes de la pâte, hein. Tout à l'heure, à 14h20, après la paella, ce sera encore plus pâte. Hein. Et la pâte que nous sommes, dans les sociétés disciplinaires, ça forme. Réfléchissez au mot de forme par rapport à la question de l'hygiène sociale. Hein. La forme de la pâte humaine va être normée par des dispositifs qui sont des dispositifs disciplinaires visibles. Mais dans une société de contrôle, on peut faire croire qu'il n'y a plus de dispositifs disciplinaires, il n'y en a peut-être même plus. Les lycées maintenant sont ouverts. Il n'y a plus les grillages autour. Tu vois? Mais n'empêche que ce qui se joue, c'est quoi? C'est que chacun a été convenablement travaillé par le contrôle pour être celui qui va anticiper l'ordre, celui qui va anticiper la sommation, celui qui va anticiper la discipline, qui n'aura même pas besoin qu'elle soit énoncée objectivement, parce que de lui-même, il va se couler auto-formant, moule auto-formant. De lui-même, il va former le moule dans lequel il va se couler. Et c'est le moule qu'attend les techniques de gouvernementalité. Tu regarderas tout à l'heure ta paella autrement. Non, fais plus ça. Tu penseras à Deleuze. Ouais. Et alors, si vous voulez, je trouve que ce débat-là, on le trouve absolument dans les mots même qui sont les mots de la loi de 2007, et puis dans tous les enjeux qui sont autour. Il y a 2 ans, j'avais été invité par l'ADC à intervenir sur cette loi, et puis notamment sur cette expression, hein, c'est la recherche du consentement éclairé. Hein. Mais c'est très intéressant. Déjà, bon, il y a la recherche. Tu n'es pas obligé de la trouver. Hein. Et moi, j'ai cherché. Hein. T'es bien caché, mais j'ai cherché. Mais ce que j'aime beaucoup, si vous voulez, c'est cette notion de consentement, quoi. Parce qu'il y a consentement et éclairé. Quand vous dites éclairé, vous faites référence à quoi? Vous faites référence
à ce qu'au fond, Foucault va considérer un peu comme une imposture. Et c'est quelle imposture? C'est l'imposture, on va dire, pas l'imposture, mais l'idéologie qui est derrière hein, la philosophie des Lumières. Et la philosophie des Lumières, elle postule quoi? Peut-être qu'elle avait raison en son temps. Ben, qu'il peut y avoir un sujet qui est absolument autonome, qui va se construire souverainement et qui va pouvoir ainsi porter en son âme et conscience éclairée hein, un regard sur sa condition et sur son destin social. Et vous comprenez bien que dans des sociétés qui sont des sociétés de contrôle, où chacun est une moule qui s'autoforme, enfin, est un moule, pardon, qui s'autoforme. Excusez-moi. Cette notion très 18e de l'idée qu'il y aurait au fond un sujet souverain, autonome et qui n'aurait de compte à rendre à aucune influence, hein, qui est très bien symbolisée par la figure de l'isoloir d'ailleurs. Hein. Là, c'est une figure qui est très émiettée, qui est très remise en cause par Foucault, qui nous explique au fond que la subjectivité, elle n'est pas tant le lieu de l'intime, elle n'est pas tant le lieu de l'interrogation de soi à soi, qu'elle est d'abord ouverte à tous les vents et qu'elle est au fond une pure extériorité. Et que c'est là que se jouent les grands enjeux du siècle. Je l'ai passé. Mais en même temps, ce qui est assez intéressant, c'est que cela, ça se pressent dans le concept de consentement. Parce que le consentement, mot à mot, ça veut dire quoi? Ça veut dire consentir, c'est sentir la sensibilité, l'âme, hein, mais cum, avec. Donc vous voyez, il y a une espèce de... Dans ces mots choisis, il y a quelque chose qui est très intéressant, parce qu'il montre que... Ce texte-là montre que d'un côté, il y a une espèce d'espoir généreux, au fond, qui laisse entendre qu'il se joue ici l'autonomie d'un sujet avec son libre arbitre, et de l'autre côté, il y a bien l'idée qu'il y a quelque chose qui circule et qui traverse. Ça va, ça? Sauf que quand je dis ça, j'interroge que l'usager. Et c'est pas bien. Parce que, en tant que professionnel, enfin pas moi je suis inapte, hein, mais vous, en tant que professionnel, vous êtes aussi bien sûr travaillé. Vous êtes aussi sans cesse vous auto-formant. Vous êtes aussi sans cesse devançant les injonctions. Il y a donc aussi à l'œuvre, et d'un côté et de l'autre du bureau, ces procédures qui sont des procédures de contrôle. Et il n'y a pas à imaginer qu'existerait quelque part la source d'un pouvoir qui broierait l'un, qui broierait les deux. Mais il y a une espèce de jeu complice, complexe, dans lequel, en définitive, l'un comme l'autre ont des subjectivités qui sont travaillées par des désirs qui leur sont étrangers. Ça va, ça? Je vous donne un exemple. Après, je continue un petit peu. Je vous donne un exemple qui est très intéressant. J'étais intervenu dans le département du Gard au Conseil général, auprès des agents du Conseil général, parce qu'il y avait des charges de travail considérables. Hein. Les travailleurs sociaux qui parfois attaquaient avec, je ne sais pas, une vingtaine d'enfants desquels il fallait s'occuper, découvraient soudain que les dossiers s'accumulaient sur le bureau et qu'il fallait faire de l'abattage, quoi. Hein, il fallait faire de l'abattage et ce n'est pas dans de telles conditions qu'on peut arriver à faire un travail décent. La question des moyens, il faut vraiment l'aborder. La société disciplinaire, elle est là aussi. Hein, c'est-à-dire, il ne s'agit pas peut-être de donner les moyens aux pauvres de son épanouissement, mais il s'agit de la gérer, la pauvreté, pas de la résoudre. Donc ça, c'est le premier point, si vous voulez, qui fait qu'on est effectivement dans des procédures qui sont disciplinaires. Mais il y a le deuxième point. Le deuxième point, c'est quoi? C'est que la majorité des agents, ils avaient tellement intégré ces dispositifs contraignants qu'ils étaient même plus capables de dire en définitive le dysfonctionnement, il vient d'une rationalisation de la gestion des pauvres, qui est une rationalisation qui dessert les pauvres eux-mêmes. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut porter le combat, dans un rapport de force avec l'institution qui exige qu'il faille passer de 24 à 37 dossiers. Mais qu'est-ce qui se passait très souvent chez ces agents-là? En définitive, il y avait une intégration de cette norme de rentabilité en disant « Putain, je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas à la hauteur. Moi, psychologiquement, j'y arrive pas. Je ne suis pas bon. »
Quand je dis, moi, psychologiquement, j'y arrive pas, je suis pas bon, qu'est-ce que je fais? Sinon avoir une sensibilité qui est travaillée, modelée, et au fond, je ne fais rien d'autre qu'intérioriser ici des processus qui sont des processus qui vont réguler mon rapport au travail. Vous voyez, ça, avec l'exemple, il est, je crois, très intéressant. Parce que ça veut dire qu'au fond, ce qui se joue ici, dans le contrôle des pauvres, c'est bien sûr, et c'est ce que je vous ai dit, et je vais conclure là-dessus quand même, hein, c'est le contrôle de la pauvreté. C'est, dans une première approche, à mon sens un peu superficielle, c'est de dire, au fond, nous allons disciplinariser les classes laborieuses ou les classes privées de travail. Et dans une deuxième approche, et je la trouve aussi très intéressante, se poser la question du contrôle des pauvres, c'est se dire, moi, en tant que professionnel, travailler dans et par la société de contrôle, qu'est-ce qu'il en est de mon désir propre? Jusqu'où mon désir propre, au travail, il n'est pas lui aussi modelé, transformé et considérablement appauvri. Vous savez, des fois, les types, ils bossent 5-10 ans et d'un coup, ils ont un rapport un peu dégoûté comme ça au travail. Hein. Comme s'il y avait une pauvreté existentielle dans le travail. Hein. Comme si d'un coup, il y a quelque chose qui perdait de sucre et de sel. Hein. Ben, cette pauvreté existentielle qui peut être au cœur du travail social, il faut sans doute la comprendre parce que ce qui se joue aujourd'hui dans les sociétés de contrôle, c'est aussi un dépérissement de notre désir propre. Et ça, c'est très important. Donc, bien sûr, pensons le contrôle des pauvres comme technique de gouvernementalité disciplinaire qui encadre toujours plus les pauvres et les font circuler de la case psychiatrie à la case prison, en passant par la case assistante sociale. On sait ça. Mais pensons le contrôle des pauvres en disant, c'est peut-être moi, c'est peut-être vous. D'où vient que j'ai une pauvreté de mon désir? D'où vient qu'il y a un épuisement du désir au cœur de mon travail? Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se joue là, qui est de l'ordre d'un combat qu'il s'agit de mener, et un combat qui, cette fois-ci, est tout autant politique que éthique. Politique que éthique, parce que ce désir, il est fabriqué, normé, et en même temps éthique, parce que c'est le mien. Alors, 10 minutes d'échange, c'est pas beaucoup, mais 10 minutes d'échange. Dépérissement du désir propre, et c'est peut-être bien grâce à ça que ça fonctionne. Ah, voilà, voilà. Allez, première réaction, tout devant, le micro arrive. Le temps qu'il descende. Alors, oui. Bonjour, je suis éducateur dans un service d'AMO à Montpellier. Pardonnez-moi de mettre les pieds dans le plat dès le départ. Voilà. À l'aune de ce que vous avez dit durant votre intervention, j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'injonction qu'on a reçue récemment à être tous Charlie. Et je ne pose pas cette question de manière détachée de ma pratique professionnelle, puisque j'ai connaissance de pas mal de situations où nous autres travailleurs sociaux, on a été invités à éventuellement repérer, je ne dirais pas dénoncer, mais en tout cas repérer parmi nos jeunes, et principalement les adolescents, ceux qui étaient susceptibles de ne pas être dans la bonne manière de penser. Voilà.
Une autre question? Non, je rigole. Non, c'est même pas rigoler, non. Dans ma conclusion, j'ai essayé de vous montrer, si vous voulez, qu'il y a une articulation qui est pour moi fondamentale entre éthique, politique et désir. Hein. J'espère vous en avoir convaincu. Bon, après, ça va être un petit peu court pour revenir là-dessus, mais en gros, oui. Quoi qu'on en dise, le politique, il a absolument part liée au désir. Je vais revenir à un grand ancêtre, Platon. Platon qui, dans sa République, essaie de trouver un modèle de République idéale. Et ce qui est très intéressant dans ce modèle de République idéale, il se rend compte, et c'est assez de bon sens, il se rend compte de la chose suivante, il se rend compte que pour qu'il puisse y avoir une cité, il faut des citoyens, et les citoyens, ça se fabrique. C'est le premier à dire ça et à comprendre ça. Et la fabrique du citoyen, c'est une éducation, en grec paideia, c'est une éducation tout au long de la vie. Et cette éducation, qu'est-ce qu'elle vise à faire? Elle vise d'abord à élaborer du désir. Et on pourrait presque dire que toute la pensée politique de Platon, elle peut être relue à la lumière de cela. C'est-à-dire qu'aux citoyens qui sont les plus simples, ceux qui sont appelés à être gouvernés, parce qu'il y a une hiérarchie chez Platon, aux citoyens qui sont appelés à être gouvernés, qu'est-ce qu'on va développer chez eux? On va développer la tempérance. Et la tempérance, c'est quoi? C'est faire taire son désir propre. Et quand vous arrivez à faire taire votre désir propre, ben vous pouvez plus facilement être contaminé, traversé et supporter un désir qui est un désir commun. Donc au fond, on pourrait presque dire que, et on n'échappe pas à Platon, encore aujourd'hui, tout État, tout gouvernement, il est toujours transi dans l'idée qu'il puisse y avoir un désir divergent. Et s'il veut fabriquer du vivre en commun, il lui faut du désir commun. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, si vous voulez, il y a quelque chose dans ce dont vous témoignez qui a à voir avec ça. C'est pour ça que la question du désir, il ne faut pas l'escamoter. Il me semble qu'elle est essentielle. Le pouvoir a l'obsession du désir du désir unifié. Alors, je vous propose qu'on prenne une autre réaction aux questions. L'heure tourne, il nous reste 5-7 minutes en réalité. Alors, oui? Levez bien le bras qu'on vous voit bien parce que, oui, voilà, parfait. Allez-y. Oui, bonjour. Au regard de tout ce que vous avez dit, les travailleurs sociaux et le travail social tel qu'il s'est constitué historiquement, est-ce qu'on peut vraiment, d'après vos propos, penser que ça peut être un vecteur, malgré tout, d'émancipation, vu qu'il y a une telle dépendance envers les institutions, le pouvoir, tel que vous l'avez décrit? Est-ce que c'est vraiment possible, d'autant plus que celui-ci s'appuie sur des valeurs, l'humanisme, qui, je crois, avait été remise en cause par Foucault lui-même, la mort de l'homme, etc. Est-ce que c'est pas un écart? L'écart n'est-il pas trop grand? Voilà. Et j'ai 4 minutes. Oui. Alors, dans mon introduction, j'avais parlé d'un deuxième Foucault, c'était le Foucault des années 81 à 84. Et c'est un Foucault de la pensée duquel un Foucault de la pensée duquel? On peut dire. Ça marche. C'est un mec. Quand il écrit ses textes en 80 à 84, je vais reprendre un titre qui est très important. Il parle de la gouvernementalité de soi. Et ça, c'est très précieux pour nous et ça répond très clairement à cette question. C'est-à-dire que Foucault se rend compte que parce que nous sommes traversés par des innombrables entretissages, entrelacs de situations de pouvoir, nous pourrions, dans une première approche, dire hélas, nous ne pouvons rien faire. Et en fait, dans une deuxième approche, il dit mais c'est exactement le contraire, en fait. C'est que, peut-être plus encore que dans les sociétés disciplinaires où nous avions à subir un pouvoir centralisé et lointain, maintenant, comme nous sommes traversés par des proximités
de pouvoir qui sont là autour de nous, qui nous enveloppent, qui nous déterminent, nous pouvons aussi jouer avec l'infinité de ces fils. Et c'est là où il y a une virtuosité qui est requise de la personne, qui n'était peut-être pas nécessaire dans les sociétés disciplinaires, mais qui est impérieuse aujourd'hui. C'est-à-dire, au fond, votre liberté de professionnel et d'homme, vous devez vous la fabriquer de la même manière que ces fils ténus, à la manière de la soie qui va tisser le cocon de la chenille, et bien, de la même manière, ces fils ténus, vous pouvez aussi les détricoter et les retricoter autrement. Si vous êtes moule autoformant, il vous appartient aussi de choisir les formes. Et Foucault s'était opposé à Sartre, parce que Sartre disait le pouvoir c'est le mal. Et Foucault disait de la merde. Enfin, je vais vite parce qu'il me reste 1 minute. Mais il voulait signifier par là, nul n'échappe aux relations de pouvoir, mais maintenant dans les relations de pouvoir, je puis les utiliser afin qu'elles ne soient pas de l'ordre de la domination qui m'écrase ou qui écrase l'interlocuteur, mais afin qu'elles soient de l'ordre, par exemple, de l'autorité, de l'expertise, de la compétence, afin qu'elles puissent déployer ma puissance ou celle de mon interlocuteur. Donc, ça, c'est l'éthique. L'éthique, ce n'est pas une introspection dans les pénombres gastriques avec un psychologue doloriste. L'éthique, c'est être suffisamment apte à se gouverner soi pour jouer avec ces fils ténus qui sont les fils du pouvoir qui me traversent sans cesse. Le rapport au langage, le rapport à la posture. Comment j'investis l'espace quand je me présente à une famille. J'ai adoré tout à l'heure le petit débat qu'il y a eu avec Madame Doris. Madame Doris et une dame qui était au premier rang. Vous, madame, lorsqu'il y avait un débat sur la question de l'écriture, quoi. Le rapport à la langue, le rapport à l'écriture, là, on se rend compte effectivement comment la langue d'institution peut être aliénante, mais aussi comment, en tant que professionnel, je peux m'emparer du dispositif scripturaire, voire même littéraire, pour essayer de retransmettre une expérience vécue dans une langue, dans une oralité, dans une littérature, qui peut être aussi une condition de l'émancipation. Toute dernière intervention et toute dernière réponse. Une petite réponse. Allez. Vous le présentez de manière très habile, mais est-ce que ça n'est pas une invitation à une certaine forme de duplicité pour investir un peu des zones de liberté interstitielle? J'ai pas compris. Est-ce que vous ne nous invitez pas à une certaine forme de duplicité? De quoi? De duplicité. Ah oui, bien sûr, oui. Ah oui, il faut la duplicité. C'est fini le rapport simple. Très rapidement. Deleuze, il dit « Le tennis est mort ». Le tennis, le mec, il est en face de moi. En plus, il y a le filet. On voit où est son territoire, où est le mien. C'est clair, il n'y a pas de duplicité. Et Deleuze, il dit maintenant, c'est le surf. Merci. Le surf, la paix est là. Merci.